Pour commencer, on va regarder une scène de Wonder Woman, le dernier blockbuster américain à avoir abordé le thème de la Première Guerre mondiale. Pour vous contextualiser un minimum la scène, Wonder Woman est une demi-déesse grecque qui combat pour la Triple Entente. Alors là, vous êtes sûrement en train de vous dire que les cinéastes hollywoodiens exagèrent toujours autant lorsqu'il s'agit de nous montrer de grosses armes à feu, que tout est bruyant, mais figurez-vous que la bande-son que l'on entend depuis le début n'est pas celle de Wonder Woman. On y a collé celle d'un documentaire diffusé sous plusieurs épisodes à la télévision française, Apocalypse, Première Guerre mondiale. Cette série de 5 épisodes, réalisée par Isabelle Clarke et Daniel Costel, entendait restaurer des rouleaux de pellicule datant de la Grande Guerre et y ajouter des couleurs. Ils ont aussi rajouté du son, tel que les bruitages, comme la mitrailleuse que l'on a entendue dans Wonder Woman, où on recrée des conversations. Le but étant de faire parler les poilus, de nous les rendre plus proches, de faire un film à hauteur d'homme. Mais la question qui se pose d'emblée est alors la suivante. Pourquoi vouloir coloriser la pellicule ? Le noir et blanc était-il un obstacle à la compréhension ? Vouloir coloriser la pellicule, ne revient-il pas à vouloir coloriser le passé ? À l'euphémiser ? Ou à contrario le magnifier ? Ces questions ont souvent été posées aux réalisateurs, mais avant d'écouter leurs réponses, interrogeons-nous d'abord sur le genre cinématographique du documentaire, sur les gestes du cinéaste. Quelle est alors la place du cinéma documentaire dans le travail de mémoire de la Première Guerre mondiale ? Cadrer, c'est choisir de diriger son regard quelque part, et donc d'ignorer le monde entier, à part l'image filmée, alors qu'au-delà de celle-ci se trouve toute une équipe de tournage. Ça, c'est le cinéma de fiction. Durant l'enregistrement d'une scène, les gens font semblant de ne pas être là. Ou alors, tout le monde peut respirer et passer devant la caméra. C'est le cinéma du réel. Certains aiment l'appeler le cinéma documentaire. Mais dans tous les cas, cadrer, c'est choisir. Et les images d'archives d'Apocalypse étaient cadrées en 4/3, c'est-à-dire le format standard de la pellicule cinématographique de l'époque. Tout était tourné dans ce format-là. Or, sur le documentaire qui nous est donné à voir, les images sont au format 16/9. Les choix des opérateurs images sont plus ou moins trahis. Ce changement peut paraître peu substantiel à vos yeux, mais on peut vous assurer que parfois, ce petit bout d'image en moins fait toute la différence dans l'œil du cadreur. À titre d'exemple, voilà ce qu'il se passe lorsqu'on redimensionne au format 16/9 Casablanca. On perd en information. On nous rétorquera que la manipulation est ici assez minime, que les réalisateurs doivent s'adapter aux standards de télévision actuels. Mais le montage ne se fait pas que dans l'espace visuel, il se fait aussi dans le temps. Car oui, qu'est-ce qui définit le cinéma ? Il semblerait que ce soit le temps, l'image-mouvement et son montage. En tout cas, c'en est une caractéristique essentielle. Or, qui dit montage, dit plan coupé, supprimé, quand d'autres sont gardés. Les réalisateurs du documentaire ont dû sélectionner les archives qu'ils ont décidé de recolorier et de montrer, en laissant certaines de côté. Et c'est normal, tout n'était pas utile au discours des films, et certaines images étaient peut-être en très mauvais état, et la série se serait sûrement étalée sur plusieurs saisons s'ils avaient voulu tout montrer. Mais alors, si montage il y a, si l'on choisit ce que l'on montre, et si l'on choisit comment on le montre, comment être exhaustif ? Comment parler de réalisme documentaire lorsque l'on parle d'un format qui suit les mêmes règles que le cinéma de fiction ? Il est vrai qu'ici, on s'attaque à un standard de production, standard auquel nous sommes tous soumis. Mais Apocalypse est-il un document d'histoire ou du cinéma ? La narration des images prend-elle le dessus sur la narration en voix off ? Avant toute chose, il nous semble important de clarifier que cette prise de parole numérique ne se veut pas critique envers le travail de mémoire ou d'histoire d'un tel documentaire. Non. Notre but est plutôt d'analyser le discours de diffusion du documentaire et le discours de restauration de telles archives. En somme, une analyse sémiotique de cette restauration recoloriée et resonorisée et de l'effet produit, de l'interprétation possible qui en découle.
Revenons au montage avec une scène comme celle-ci. On ne sait pas si les plans ont été tournés à la suite, mais tout porte à penser le contraire. Les caméras de l'époque étaient très lourdes et peu déplaçables. Néanmoins, avec les plans précédant cet enchaînement, notre esprit nous pousse à croire que l'on est toujours à l'intérieur du même sous-marin. Vous voyez, c'est comme lorsque dans les sitcoms américaines, on montre d'abord un plan extérieur d'un bâtiment, puis un plan intérieur. Notre esprit tend à croire que nous sommes à l'intérieur du bâtiment en question. Ici, c'est plus ou moins le même cas. Le bateau à l'intérieur duquel se trouvent les marins est celui du pont que nous venons de quitter. La torpille introduite dans le propulseur est celle, à présent, qui glisse dans l'eau et vient détruire le bateau d'en face. Ces 9 plans forment un tout discursif dans notre tête. De plus, on peut aussi imaginer que lors du tournage de ce plan, le réalisateur de l'époque ait demandé aux marins de plonger, afin de créer une vie sur le pont de ce bateau. Aussi, la plupart des documents utilisés par les réalisateurs sont d'origine militaire et donc sont des mises en scène, l'armée cherchant à apparaître sous son meilleur jour. Ici, lorsqu'une lettre lue en voix off évoque une femme, on ne peut s'empêcher de l'associer à la femme qu'on nous montre à l'écran. Le soldat Maurice Dran, 26 ans, du 262e régiment d'infanterie, écrit à Georgette. Je ne songe qu'à t'écrire, à t'aimer, à nouer mes bras à ton cou, à sentir tes baisers, rafraîchis du bonheur de toi. C'est normal, il faut imager, illustrer le propos, mais cela pose la question de savoir ce que l'on donne à voir et à comprendre au spectateur. Cette introduction n'est pas là pour détruire le travail des réalisateurs d'Apocalypse, puisque ce qui a été dit s'applique à tous les documentaires. Il nous a néanmoins semblé nécessaire de rappeler que le concept de réalité est parfois plus complexe qu'il n'y paraît, même lorsqu'il est question du format documentaire. Analysons à présent l'aspect purement esthétique de ce dernier. La musique que nous avons passée en introduction est celle qui est attribuée dans le documentaire à ces images. Qu'est-ce que cela vous évoque ? La guerre sans doute, au vu des images qui sont accolées, mais une guerre qui a des airs de spectacle. Des bruitages ont aussi été rajoutés sur le matériau original muet. Comme ici, avec ce soldat qui construit la tranchée au marteau, ou ce soldat essayant une mitrailleuse. Pourquoi ont-ils fait cela ? Pour un effet de réel, de réalisme dépassant le réel, d'hyper-réalité ? C'est considérer que le spectateur ne sera pas en mesure de comprendre ce qu'il se passe ? Il est vrai que ces sons participent à l'hypnose propre au cinéma. Mais il faut aussi mettre en avant le fait qu'il y a un choix des éléments à sonoriser et à mixer dans la bande-son accolée à l'image. Passons alors à la recolorisation. Processus le plus mis en avant par le documentaire et le plus marquant pour nous spectateurs. Tout d'abord, cela provoque une uniformisation des couleurs. Tous les visages sont identiques. Le gris des canons est le même que celui des ruines. Toutes les peaux ont cette étrange teinte orangée et désaturée. Toutes les individualités qui ont été gommées durant le passage au noir et blanc ne peuvent être promptement recréées. À moins d'avoir énormément de temps, comme c'est le cas sur ces photos ici, dont chacune a demandé au minimum 4 mois de travail. Là où la colorisation d'Apocalypse a été faite en 47 semaines. Pour un documentaire qui se veut à hauteur d'homme, cette uniformisation des visages pose problème. De plus, tous les épisodes du documentaire semblent avoir été colorisés à partir de la même palette de couleurs, ce que l'on appelle aujourd'hui dans le cinéma l'étalonnage. Il n'y a plus un seul film produit dont les couleurs ne sont pas retouchées en post-production. Et ces mêmes couleurs permettent une certaine uniformité visuelle du film, comme si les cinéastes cherchaient à gommer l'infinie palette de couleurs de la réalité. Observons les cieux d'Apocalypse, ils sont tous pareils. Que l'on soit en Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, il y a très peu de nuages, il y a toujours ce même cyan.
qui nous rappelle énormément le bleu des anciennes illustrations contemporaines de cette époque. En soi, ces couleurs, et particulièrement celles du ciel, ne sont pas là pour retranscrire la réalité des couleurs de cette époque, mais la vision que l'on a de celle-ci. Vous ne voyez pas comme une espèce de teinte commune sur toutes ces images, une espèce de bleu, gris, désaturé? Au début du XXe siècle, en raison de contraintes techniques, la pellicule couleur n'était composée que de 2 couleurs, le rouge et le vert. Cela a investi l'imaginaire que l'on associe à cette époque. L'étalonnage du film Aviator, par exemple, de Martin Scorsese, se déroulant à la même époque, a très peu de bleu à l'image, et le ciel paraît alors prendre cette couleur cyan. C'est le même ciel que dans le documentaire. Comment retranscrire alors complètement la réalité lorsqu'on se base sur un processus qui en ignore une partie? D'ailleurs, ces couleurs sont les mêmes que sur les cartes représentant les pays, et le spectateur n'arrive plus à faire de différence entre les contrées et leurs habitants. Regardons par exemple cette image où des enfants observent une affiche. Où est la différence entre l'illustration et la réalité? Il faut dire que le noir et blanc avait tout désaturé en une série de nuances de gris. Mais rajouter de la couleur n'en fait pas de la pellicule colorée, mais plutôt du noir et blanc colorié. C'est de l'étalonnage et non une recréation des couleurs. À présent, analysons le discours construit en amont autour de ce documentaire. Sommes-nous déjà conditionnés avant la visualisation du film? Ce titre rappelle certes l'horreur de la boucherie absurde qu'a été cette guerre, mais il rend aussi compte de ce qui a été fait des images et du son. Un docu-spectacle. Au titre Apocalypse, on imagine déjà les grosses explosions et les gros titres. L'hyper-réalité détruit le côté brut des images d'archives et de la guerre. On nous vend un produit et non un document d'histoire. Comme en témoignent les différents retours des journalistes qui ont visionné le documentaire et qui en vantent les procédés dits de restauration, qui, comme le précise l'historien du cinéma Laurent Verret, ne restaure en rien le matériau de base, mais plutôt le déforme. La restauration consiste à prendre plusieurs copies du même film et de choisir les meilleurs morceaux. Rajouter de la couleur et du son, ce n'est pas de la restauration mais faire de l'hyper-réalité. Rappelons un instant, très rapidement, ce qu'est l'hyper-réalité, tel qu'un penseur comme Baudrillard a pu la théoriser. Le sucre d'une tablette de chocolat, par exemple, n'a pas la même intensité que le sucre dans un fruit que l'on retrouverait dans la nature. C'est une exagération de sucre, un simulacre. Une exagération du réel vendue comme la réalité. Comme ces grands yeux dans ce dessin animé ou ces maisons américaines qui ne sont que des copies l'une de l'autre. Ici, la guerre qui nous est visuellement présentée relève du même effet. Les explosions, les couleurs des cieux, les drapeaux qui sont les éléments les plus saturés dans les images à chaque fois, tout participe à une stratégie rhétorique. Renforcer la vision que l'on a aujourd'hui de la Grande Guerre. Sur le site de France Info, il est dit « Leur travail renouvelle, réactualise, modernise et dépoussière des images et des vidéos datant de l'époque et pour la plupart récupérées auprès des particuliers. Un résultat révélant des images jusqu'alors inconnues du grand public. » Isabelle Clarke et Daniel Costel ont recréé un spectacle choc en 5 épisodes pour transmettre aux jeunes générations la mémoire de cette folie meurtrière. L'article du site RTL est éloquent de ce que se veut ce documentaire. C'est l'événement télé de ce mardi 18 mars. Sur France 2, à 20h45, sont diffusés les 2 premiers épisodes d'Apocalypse, une série de 5 documentaires consacrés à la guerre de 14-18. Un résultat époustouflant. Les mots en gras représentent tout ce que veut vendre le documentaire. Et ce n'est pas nous qui l'avons mis en gras, mais le site lui-même, dirigeant ainsi l'œil vers ce qu'il veut transmettre. 500 heures totalement inédites, 6 millions d'euros, sonores et en couleur, 47 semaines de colorisation. Ce discours grandiloquent qui met en avant le caractère inédit du documentaire est là pour hyperboliser ce document d'histoire. Cela et l'aspect inédit de la chose étant caractéristique d'un discours de vente. Les médias ayant parfois tendance à déformer le propos de ces interviews ou de donner une image autre que celle véhiculée par un projet, observons alors le synopsis du documentaire. On y retrouve les mêmes idées grandiloquentes qui sont mises en avant. Notre regard de spectateur est conditionné par le travail que l'on intègre déjà avant d'avoir vu le film comme quelque chose d'exceptionnel.
Les effets cinématographiques ici ne suscitent pas la réflexion ou l'analyse, mais spectacularisent le conflit à l'image de nombreux films de guerre. Bien sûr, le cinéma n'a pas pour vocation de dire vrai. Il peut aussi donner à voir une histoire, des émotions, un spectacle, mais dans le cas d'un documentaire qui plus est, qui se vend comme une vision inédite de la plus proche du réel, cela devient problématique. Le travail de recherche des archives est plus que nécessaire. Il est intéressant de mettre des images sur quelque chose que l'on n'a pas vécu et que l'on essaye de se représenter avec les textes d'histoire que l'on lit. Mais pourquoi avoir effectué tous ces changements? Pourquoi avoir détourné le matériau originel? Un élément de réponse se trouve dans une interview du réalisateur Daniel Costel, accordée à RTL. Il dit « Notre public est essentiellement jeune. Toutes les images qu'ils reçoivent sont en couleur. Il n'y a pas de raison pour que le passé ne soit pas en couleur. » Il ne faut pas confondre noir et blanc avec images plates, fades, sans esthétique. Au contraire, le noir et blanc possède en lui une infinité de couleurs, comme ici. Oula. Vouloir colorier le tout, c'est ignorer cet état de fait, et revient, in fine, au même que vouloir recadrer en 16/9 une image pensée en 4/3. On pense que le rendu sera meilleur, plus actuel, plus énergique, plus jeune, alors que ce n'est pas le cas. Ce côté jeune que l'on veut donner au matériau est sans doute la raison du passage du 4/3 au 16/9 et de l'ajout de la bande-son. Néanmoins, lorsqu'il est question de documentaire, il aurait été plus intéressant de préparer les jeunes en question, avec notamment des intervenants, de les initier à l'analyse des images, à la visualisation d'archives comme documents historiques, plutôt que de leur donner un support qui a sur sa forme des airs de débarquement en Normandie à la Spielberg. Rendre la forme accessible est une chose tout à fait louable. Néanmoins, il ne faut pas que cela influence un autre discours, ternisse l'histoire ou l'image que l'on peut se faire d'un conflit sous-représenté médiatiquement au regard d'autres conflits comme la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Costel, voici alors pour conclure un film pour vous, public moins jeune. This is no man's land, Diana. It means no man can cross it, all right? This battalion has been here for nearly a year, and they barely gained an inch. All right, because on the other side, there are a bunch of Germans pointing machine guns at every square inch of this place. This is not something you can cross. It's not possible. So what? So we do nothing? No, we are doing something. We can't save everyone in this war. This is not what we came here to do.